Startup 42 qui est l'incubateur de l'EPITA. Attends, je vais pousser le micro, ce sera peut-être plus simple. Question incubateur, moi j'ai été incubé à un nouvel incubateur qui s'appelle le Startup 42, qui est l'incubateur qui est couplé avec l'école de l'EPITA, et je suis maintenant chez Télécom Paris-Tech. Donc c'est effectivement les incubateurs, je suis tout à fait d'accord avec Michel, ça évite tout simplement quand on s'est dit ok c'est bon je monte mon business, de se retrouver à 13h en caleçon sur son canapé, à savoir alors quand est-ce que je prends mon café, quand est-ce que je prends ma douche, quand est-ce que j'appelle les clients. C'est vraiment structuré quoi, faut qu'on structure, faut que se donner un cadre c'est important. Juste là, on a beaucoup parlé d'incubateurs d'école, je pense qu'il faut juste faire un peu attention là en ce moment où la mouvance entrepreneuriale est très riche. En fait, il y a beaucoup de structures qui s'appellent incubateurs, qui se nomment pépinières, incubateurs, accélérateurs. Faut quand même pas hésiter, faut pas oublier que chacune de ces structures ont des objectifs. Faut juste être conscient de quels sont leurs objectifs, quels sont leurs drivers. Dans les écoles, bien souvent, c'est d'implanter l'entrepreneuriat, de soutenir des étudiants. On a des structures un peu plus privées qui peuvent demander du capital quand les projets sont très jeunes, qui peuvent mettre un peu d'argent. Donc c'est bien, c'est pas bien, ça dépend des projets, il n'y a pas de formule. Mais il faut juste faire ça en toute conscience. Voilà. Là, on commence déjà à aborder un peu la partie financement. Avant de rentrer sur cette partie un peu plus en détail, on voulait vous poser une question avec Dan et Laurent. C'est concernant la formation, puisque vous êtes tous diplômés de l'ISEP, donc vous avez une formation plutôt technique d'ingénieur. Est-ce que c'est un frein à la création d'entreprise? Est-ce que vous avez fait une formation complémentaire? Est-ce que vous avez appris sur le tas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la formation nécessaire pour se lancer en tant qu'entrepreneur? Et peut-être pour ceux d'entre vous, qu'est-ce qui a pu vous apporter le fait de suivre le module en deuxième année sur l'entrepreneuriat? Je pense qu'effectivement, dans la majorité des cas, entreprendre, ça s'apprend. Ça s'apprend dans le sens où c'est pas forcément inné. Ça s'apprend parfois par des cours, par du cadre, mais ça s'apprend beaucoup sur le terrain. Donc ça rejoint aussi le fait d'apprendre. C'est pas forcément dans des salles de classe, c'est apprendre en se mettant en situation concrète d'un projet. Je vais voir des personnes, je vais leur présenter, je vais avoir des retours sur ce que j'ai fait, que ce soit ce projet, que ce soit un autre. C'est apprendre à s'ouvrir aux autres et apprendre à aller voir des gens. C'est la première chose. Question formation, effectivement, quand on a des formations techniques comme l'ISEP, pas forcément un frein. Moi, j'ai dû m'associer à un associé technique, un peu plus technique que moi, parce que parfois, à l'ISEP, on ressort, on n'est pas forcément un expert technique, surtout sur des technologies qui évoluent très rapidement. Je pense que la vision côté ingénieur a un plus, c'est d'arriver à être concret et d'aller tout de suite dans le dur. Maintenant, avoir des profils business avec soi ou compléter, moi je pourrais en parler si vous voulez tout à l'heure, de la formation en école de commerce, de l'entrepreneuriat. C'est moins des cours magistraux qui vont effectivement aider un peu sur la gestion, mais plus sur l'ouverture de soi. On a beaucoup de prise de parole en public, de travail sur soi, de voir comment travailler en équipe, parce qu'avant tout l'entreprise c'est une équipe. Donc c'est vraiment là-dessus que la formation se joue, je pense. Pour ma part, je vais avoir une vision un peu particulière de finalement qu'est-ce que c'est qu'être ingénieur. Pour moi, un ingénieur, avant tout, c'est quelqu'un qui doit avoir un état d'esprit et doit être compétent pour résoudre un problème avec éventuellement des caractéristiques techniques dans ce problème. Après ça, des problèmes, il y en a quand on crée des entreprises. On en a parlé tout à l'heure, on va rencontrer beaucoup de problèmes et en tant qu'ingénieur, on doit être à même de se former, de comprendre, d'analyser le problème, de faire une démarche analytique et de trouver la solution. Eh bien, l'entrepreneuriat, c'est répéter ça éternellement sur un domaine de compétences qui est super large. Alors après ça, si vous croyez que vous sortez d'une école et vous êtes compétent sur un boulot, les gens qui se prétendent en sortant d'une école senior ou maîtriser un job, non, on ne comprend rien du tout. On a appris des notions, on a appris surtout une façon de réfléchir. Et c'est cette façon de réfléchir qu'on décline, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit dans un métier, quand on intègre une société. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Ouais. Juste en un mot, l'ingénieur a effectivement l'avantage, souvent, c'est pas du tout une critique ce que je dis là, c'est plus une observation, d'être très concret. Et donc ça peut quand même servir quand on monte sa boîte de se fixer des objectifs avec
des deadlines précises pour les obtenir, et donc on est moins dans le charabia marketing, si je puis dire. Et puis il y a aussi l'autre avantage, c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de projets issus de l'ISEP qui vont concerner les nouvelles technologies, je sais pas, Internet, n'importe, ce genre de choses, du code, de l'algorithme, de l'algorithmique. C'est ton cas, Michel, je crois. Un petit peu. Donc ça vous permet, que vous soyez un énorme pro de la technique comme Augustin ou pas, de quand même au moins comprendre ce qui se passe, un minimum. Voilà, c'est quand même un avantage. Tu veux dire 2 mots là-dessus, Nicolas? Bon, je pense que tout a été dit et bien dit sur le côté ingénieur. Hein. Le fait d'être très pragmatique, ça c'est quelque chose qui aide vraiment au quotidien. S'il y a une chose qu'on a bien apprise, je pense, et à laquelle on a fait attention dès le début, c'est à savoir s'entourer. C'est-à-dire, bon, on apprend, enfin on a un ensemble de compétences qu'on a à l'ISEP, hein, un peu et beaucoup techniques. Maintenant, comme le disait Michel, il faut sans cesse se remettre en question et puis acquérir de nouvelles compétences qu'on n'a pas, mais on n'est pas capable d'être ultra performant dans tous les domaines. Et donc quand on ne peut pas le faire, ben, on va aller chercher ces ressources-là ailleurs. Et au début, quand on n'a pas de moyens encore, c'est-à-dire d'aller chercher un profil et de recruter quelqu'un qui est spécialisé enfin, qui a les compétences recherchées, ben, on va aller s'entourer. Donc le club des anciens de l'ISEP en fait partie, par exemple, hein, un incubateur, le réseau pro, le réseau des parents, le réseau de tout ce qu'on peut autour. Et vraiment, nous, c'est quelque chose, on en a vraiment abusé et on le fait toujours. Et ça fait plaisir aux gens. Vraiment, il ne faut pas hésiter à aller les voir et à leur poser des questions quand on sait qu'ils sont bons dans un domaine. Et moi, je pense notamment, je sais que quand on était, donc nous, on était à l'incubateur d'Evry et à l'INT. On avait donc un ensemble de coachs, mais les coachs qui étaient assignés à notre projet, ben, ils n'étaient pas très bons en finance, mais vraiment pointus. Et donc on est allé chercher un autre coach en finance. Quand on a fait une levée de fonds récemment, qu'on a terminé fin septembre, on est allé demander à un super business angel français de nous aider. On lui a dit, on te donne ce que tu veux, mais il faut que tu nous aides parce que tout seul, on ne sait pas comment ça marche et on va se faire écraser. Et vraiment voilà, enfin, il faut avoir confiance en soi, il faut foncer, mais il faut savoir, faut pas penser qu'on sait tout et qu'on peut tout apprendre. Il faut vraiment savoir bien s'entourer, ça c'est très très important, et c'est valable aussi d'ailleurs au niveau 0 par des associés, hein. Enfin, c'est une question qui est abordée, je pense, peut-être après, mais c'est faire une boîte tout seul, c'est pas évident. Quand on veut la faire à 2, 3 ou plus, déjà on va chercher, on ne veut pas monter par exemple, peut-être que vous voudrez monter une boîte tout seul, mais si vous ne voulez pas le faire, premier sujet, qui est-ce que je ramène sur mon projet et comment je fais déjà pour m'entourer avec mon cercle d'associés. Donc ça démarre à ce niveau-là, et puis après ça finit même avec les clients d'ailleurs. S'entourer des bons clients aussi qui vont en ramener beaucoup d'autres. Ça on pourra en parler si vous voulez, c'est un moyen de se développer très efficace aussi. En fait, ingénieur, ingénieur ou ingénieur libre, j'aurais tendance à dire ça peut être un très bon coup, comme un mauvais. Ça dépend plus de vous, en fait. Hein. Il y a beaucoup de bons ingénieurs, il y a aussi beaucoup de mauvais ingénieurs. Une chose qu'on a vue, j'ai un peu plus, finalement, je suis un peu plus âgé, donc j'en ai vu passer quand même un sacré paquet des startups. Il y a un point commun dans tous les gens qu'on a pu voir, c'est qu'ils se posent des questions. Et si possible, plein de questions sur le même sujet. Et il y a même quelques personnes qui ont un peu théorisé le truc, que vous pourriez vous appliquer à l'école d'ailleurs. Ils disent, je ne vais pas faire quelque chose tant que je ne me suis pas posé 5 fois de suite la question du pourquoi. Pourquoi je fais ça? Et je me la repose. Et je la repose sous un autre angle. Et au bout de 5 fois, bon, quand même, on arrive à l'essence de la réponse. Et ça devient évident. C'est juste se poser des questions et surtout le pourquoi vous faites les choses. Que vous soyez une école de commerce, une école d'ingénieur, voire même, je crois que les cas de Twitter, je suis pas sûr qu'ils aient fait ni une école d'ingé, ni école de commerce, ni rien. Je crois que c'est plutôt des master of arts. Donc, par contre, ils se posent des super questions. Tout le monde se pose la question du pourquoi. Et une fois qu'on a la réponse, après quelques fois on se la pose, de manière très pragmatique, personne n'est bête. Et donc on avance et on réussit. Merci.
Je reviens effectivement sur un point qui a été évoqué par Nicolas, et c'était effectivement, tu l'avais bien intuité, une des questions qu'on voulait vous poser, c'est est-ce qu'il est possible justement d'entreprendre seul? Alors, parmi vous, enfin, voilà, est-ce qu'il y en a qui entreprennent seuls? Je crois que Gabriel, c'est ton cas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors c'est peut-être un peu tôt pour avoir un retour d'expérience. Je passe la parole à Xavier, on passera à Gabriel après. Donc on peut créer la boîte seule, par contre on ne réussit pas seul, hein. Ça c'est sûr. Si vous voulez être à 100% au capital, vous pouvez, il faut juste avoir les moyens de payer tous les autres. C'est relativement simple en fait comme question. Si vous avez le cash pour payer tous les gens qui vous manquent dans l'écosystème pour faire votre produit, vos services, ce que vous voulez, il y a plein de gens qui créent des boîtes seules. Si maintenant vous ne les avez pas, bah, pas 50 solutions, il faut s'associer. Et la réponse, elle est là, quoi. Après, ça peut être intéressant de partager quand même les galères. Alors il y a différents âges. Moi par exemple, quand j'ai créé la première boîte, je l'ai fait, on était 4. Rapidement, on n'était plus que 2, parce que c'est très difficile. Mais 2, on a géré une boîte à 2 pendant 5 ans. Donc c'était très très bien. Celle dans ce moment, j'ai plutôt créé tout seul, mais pour d'autres raisons. On ne peut pas dire qu'il y a une vérité. J'aurais tendance à dire aujourd'hui, bien que je le fasse seul, en termes capitalistiques, que c'est mieux d'être à plusieurs. Mais ça, je pense que ça engage. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réalité argumentée derrière tout ça, quoi. C'est un travail d'équipe. Alors, effectivement, j'entreprends seul. Effectivement, je suis dans la très large minorité, que ce soit ici ou en règle générale, hein. Enfin, en tout cas, dans les projets que je côtoie de jeunes sortants d'école qui se lancent, etc. Je suis tout à fait d'accord qu'on ne réussit pas seul. De toute façon, seul, il faut être entouré. Ce que j'essaye de faire, ça passe bien sûr par un incubateur. Ça passe par des contacts, aller au contact des gens, donc bien sûr aller au contact de ses clients, mais aller au contact d'autres chefs d'entreprise, d'autres créateurs ou d'autres personnes qui ne sont pas créateurs d'entreprise, mais voilà, parler de ses problèmes. Après, ouais. Oui, voilà, par exemple, un très bon exemple que me souffle Michel, j'organise régulièrement des dîners avec les anciens entrepreneurs de l'ISEP, enfin les entrepreneurs anciens ISEP ou ISEP, auxquels vous êtes évidemment conviés, à condition d'être un tout petit peu créateur, c'est-à-dire au moins d'avoir la volonté d'être créateur, ce qui est le cas d'une grosse partie d'entre vous. Et effectivement, lors de ces dîners, on échange, et c'est la même chose qu'à l'incubateur, on échange sur nos galères. Ceux qui ont déjà eu le même problème vont nous épargner 6 mois de boulot en nous disant bah écoute, moi j'ai galéré 2 ans, mais toi ça va te prendre 2 minutes, tu vas faire comme ça, etc. etc. Voilà. Après, il ne faut pas oublier non plus que la première cause d'échec des startups, ça c'est valable en France et dans le monde, c'est les associés qui peuvent plus se blairer, enfin qui s'engueulent, on va dire. Ça m'est aussi arrivé sur une boîte que j'ai créée, on était 6. Bon, honnêtement 6 c'était perdu d'avance. Donc voilà, pour conclure, je pense qu'il y a un point très important, un avantage, une force énorme d'être plusieurs, c'est de surmonter mutuellement le moral. Comme on l'a dit, être entrepreneur, ça se prend des murs. Je pense que sur une journée ou sur une année, on se prend 9 portes dans la gueule, 9 murs, pour qu'il y ait enfin une porte qui s'ouvre. Donc l'avantage, c'est qu'on avance toujours, mais on n'avance pas à la vitesse où on voudrait. Et évidemment, c'est dur, entre guillemets, même si c'est intéressant. Quand la porte, elle s'ouvre. Voilà, quand la porte, elle s'ouvre, on est content, évidemment. On vaut bien une centaine de fermés. Mais on s'en prend plein qui sont fermés, donc évidemment, on peut... Voilà, les associés ne sont pas tous démotivés au même moment, donc ils se motivent les uns les autres. Donc c'est vrai que, personnellement, je suis d'un tempérament plutôt... je sais pas, positif, donc ça va, mais c'est pas facile, et je pense que l'associé est aussi là pour motiver ses autres associés. C'est un sujet super compliqué parce que je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Là pour le coup, même avoir discuté avec beaucoup de chefs d'entreprise de tous les âges, sur ce sujet-là, il n'y a pas de recette miracle. Et finalement, il y a un petit peu de... Allez, je vais le dire, il y a presque un peu de magie comme dans un couple. Ça marche ou ça marche pas, et la recette pour trouver la bonne, celui qui l'a, il fera fortune. Voilà, donc ça peut très bien marcher. Moi j'ai le même associé depuis 10 ans avec lequel on a créé 3 sociétés différentes. Ça marche très bien. Ça n'empêche pas que ça nous arrive de nous engueuler.
Et quand on s'engueule, on se pose des questions, justement on en parlait, on se remet en question, on dit mais qu'est-ce que j'ai merdé? L'autre ça fait 4 fois que j'en peux plus, là, je vais m'énerver. Et à la fin on se dit non mais il a raison et tout, on se calme et on prend un peu de recul et on dit ok, je suis en train de faire des conneries et lui il me l'a dit. L'associé quand ça marche c'est une super force, c'est certainement le mec le plus intègre qu'on puisse avoir dans l'entreprise puisque son intérêt est joint avec le sien quand l'association est bien foutue. Et ça, du point de vue investisseur, je pense que c'est un petit peu ce que tu sous-entendais tout à l'heure. Les investisseurs, quand ils voient une équipe avec, quand ils voient un beau couple marié, eh ben voilà, ils se disent c'est pas mal quoi. C'est assez solide. C'est quand même dans la galère hein, qu'on voit qui sont les gens qui peuvent vraiment tenir la barre. C'est pas quand ça va bien. Si ça va bien. Allez. S'il y a un inconvénient à être seul, c'est les investisseurs. Pour rebondir à ce que tu disais, ils aiment pas ça. Je rajouterais juste une petite chose sur les associés. C'est vrai que prendre un associé qui partage son quotidien est une bonne chose. On n'a peut-être pas parlé si c'est des associés égalitaires ou pas. Et là, dans une entreprise, il faut un patron. Il faut qu'il y en ait un qui décide, qui ait le poids financier. Enfin, il faut qu'il y ait un patron. Et en fait, comme on vous l'a dit, un tiers des entreprises qui se cassent la figure, c'est sur des problèmes, sur des problèmes d'associés qui se séparent. Et nous, dans l'incubateur, on passe souvent notre temps à essayer de résoudre des problèmes entre créateurs. Et s'agissant de l'entrée à l'incubateur, si on a 2 personnes égalitaires qui veulent postuler, on ne les prend pas. Alors, concernant la partie financement, donc on est entrepreneur, on a ça dans le sang, on est motivé, on a un projet. Comment à la fois évaluer son besoin en financement et puis comment rassurer des investisseurs potentiels en argumentant le fait qu'il y a un marché, qu'on est capable de l'adresser. Tout ce travail finalement de ce qu'on appelle, on synthétise souvent dans le cadre d'un document qui s'appelle le business plan. Comment se fait ce travail? Comment s'est fait ce travail pour vous? Peut-être que c'est après un document sur lequel vous revenez au fur et à mesure de la vie de l'entreprise, mais disons au démarrage, comment on valide le marché, comment on évalue son besoin en financement? Qui c'est qui veut commencer par répondre à cette question? J'imagine que c'est la première question qu'on se pose avant d'aller chercher des fonds, c'est de combien j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin de quelque chose, de combien j'ai besoin, et comment prouver que mon entreprise tient la route et mon modèle peut rapporter quelque chose à des investisseurs potentiels. Moi je vais répondre juste, même avant les investisseurs, puisque en fait on se dit pas on va créer une boîte et puis ensuite tiens j'ai besoin d'argent donc je vais voir des investisseurs tout de suite. Nous on n'a pas du tout fait, alors je vous parle d'expérience, les autres partageront après la leur. En fait je devrais pas le dire mais nous le business plan on l'a fait, enfin on va dire le vrai business plan bien comme il faut, on l'a fait, donc on a démarré le projet, on a créé l'entreprise en 2011, on a démarré en 2009 à travailler sur le projet, donc on l'a fait quasiment 3 ans après avoir démarré. En bon ingénieur qu'on est, on s'attaque au produit, on démarre pas par le BP. Donc ça c'est une première chose en fait, on peut triturer. Alors le BP, juste un petit point, c'est très intéressant comme document parce qu'en fait ça pose toutes les mauvaises questions, enfin en tout cas celles auxquelles on n'a pas envie de répondre. Donc est-ce que j'ai un marché, combien est-ce que c'est un service, qu'est-ce que je fais, donc un service, un produit, comment je me présente en une phrase, etc., etc. Combien est-ce que je vends mon service. Donc ça c'est des questions auxquelles il faut de toute façon réfléchir parce que vous avez besoin de trouver des réponses même si elles sont temporaires pour avancer. Maintenant, c'est pas en triturant pendant des années un BP que ça va changer dans la réalité l'existence ou pas d'un marché, il faut y aller. Donc, en termes vraiment financiers, en fait, nous, quand on a démarré, on sortait d'école, voilà, on n'avait pas d'argent, donc tout pour vous dire, pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure, à 3, on a réussi, donc on a vidé nos poches, on avait 1000 € à 3 sur la table. On a démarré avec 1000 €. Donc vraiment rien. Ensuite on s'est dit, à la fois il faut se faire accompagner, donc on est rentré dans l'incubateur de l'INT.
en faisant des combines et tout pour que ce soit gratuit, en étudiant, enfin bon, on s'est débrouillé. Je vous expliquerai si vous voulez, c'est très facile. Et ensuite, on s'est dit, voilà, les parents, en fait, on a besoin de quoi? Nous, on avait besoin de temps, puisque c'est rare. Enfin, je parle vraiment du logiciel là, mais on a besoin de temps parce qu'on n'a pas besoin d'acheter des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros de matériel. Hein. Alors, généralement, son ordinateur, on l'a pendant les études, on a besoin que de ça, et puis du temps et plein de café. Et en fait, on s'est dit, bon, les parents, ils ont investi pendant 20 et quelques années en nous. On va réussir à ce qu'ils continuent à faire ça pendant 6 mois, voilà. Donc ce qu'il faut surtout pas, c'est qu'ils arrêtent de vous aider. Parce qu'une fois qu'ils sont arrêtés, là, ils se rendent compte vraiment de ce que vous leur coûtiez avant. Et là, vous pouvez plus revenir, c'est fini, quoi. Donc avec mes 2 autres associés, on s'est dit, bon voilà, donc on va tirer sur la corde, quoi, le maximum possible jusqu'au bout. Et donc on a gagné comme ça quasiment 8 mois. Donc ils râlaient, hein, franchement, ils n'étaient pas contents, hein, les parents, mais ils nous ont aidés, donc ils payaient quoi, le loyer et la nourriture, hein, grosso modo, on avait besoin que de ça. Et après, quand ça commence, alors le projet se développe en parallèle, il faut aller au contact du marché, donc là vous allez faire un proto, même si vous vendez qu'une idée, il faut aller valider l'idée, parce que de toute façon si vous n'avez pas de proto et si vous n'avez pas éventuellement une promesse de vente, c'est même pas la peine d'aller voir un investisseur, hein. Il ne veut même pas vous parler. Et ensuite, nous, ce qui a été vraiment génial, c'est qu'on a trouvé une personne qui a cru en nous et qui a mis 35 000 euros sur la table. Donc c'est en love money, hein. Et en fait, donc c'était quelqu'un qui était assez proche dans la famille, mais vous pouvez le trouver chez des parents, d'amis, enfin n'importe où autour. Et en fait, vous avez besoin de ça quand même, parce que c'est comme ça que vous débloquez les premières aides. Donc en France, on parlait de créer en France ou pas. La France, on a énormément d'aides, hein, pour les entreprises technologiques, énormément. Et le seul truc, c'est qu'ils mettront 1 euro sur la table si vous mettez 1 euro en face. Du coup, il faut démarrer la machine, quoi. Donc on ne vous demande pas de mettre 1 million d'euros sur la table, on vous demande de mettre quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers si vous arrivez à le trouver. Et quand vous trouvez un entrepreneur, hein, souvent qui réussit, il peut vous donner quelques dizaines de milliers d'euros, souvent sans aucun problème. Il n'y a pas encore de produit, il n'y a souvent pas encore de clients, donc il va investir en vous. Pardon? Il fait les chèques en partant. Au voisin. Pardon? Qui c'est qui fait les chèques? Qui c'est que j'ai un chèque là, ce soir? C'est pas Hervé qui fait les chèques? Je sais pas si Hervé il ferait de love money comme ça, quasiment gratuitement en termes de... Non. Mais effectivement, Hervé, il faut aller lui parler parce que au départ, on n'a pas... Enfin, finalement, les risques sont énormes et c'est pas un vrai investissement finalement. Donc on fait rentrer quelqu'un au capital pour quelques pourcents. Dans notre cas, il nous a dit après qu'il espérait pas revoir l'argent, hein. Enfin, il savait que c'était foutu, quoi. Mais il a investi, le fait qu'on ait envie de monter une entreprise, il a payé ça, quoi. Il a dit c'est génial, je veux au moins que vous tentiez votre chance. Et là, on enclenche la machine. Et ensuite, bon, je rentre pas dans les détails, ça, on pourra en reparler, mais donc on a débloqué une aide du gouvernement de 25 000 euros, puis des prêts d'honneur, etc. Et comme ça, on arrive à monter un capital assez rapidement. On peut monter autour de, on va dire, 150 000 euros. Et avec 150 000 euros, on peut faire énormément de choses et enclencher la machine. Mais pendant les 2 premières années, on n'a rien dépensé du tout. Enfin, on n'a pas besoin d'argent, en fait. On développait du logiciel, on a gagné quelques concours de start-up. Au début, on a gagné un concours, on avait un chèque de 1 500 euros. Putain, mais on était super riches, quoi. Enfin, je me rappelle, on était super heureux. Et chaque euro de ce concours, on l'a dépensé, mais on a réfléchi 20 fois avant de le dépenser. Et on a fait énormément de choses avec. Donc, tout ça pour conclure. Il y a plein de mécanismes, il y a soit des gens, des mécanismes d'aide, etc. qui sont disponibles, mais il faut vraiment sortir cette idée en tête. Vous n'avez pas besoin d'argent, enfin en tout cas de beaucoup d'argent, en tout cas d'une somme inaccessible au départ pour démarrer, pour enclencher un business, hein, une entreprise. Et je parle vraiment pour le domaine technologique. Après, c'est sûr que si vous avez besoin de faire des stocks et que vous devez, je sais pas, ouvrir un restaurant ou acheter des machines qui coûtent quelques millions pour démarrer l'activité, c'est différent. Mais si vous comptez faire soit du service, soit du logiciel, vous n'avez vraiment pas besoin d'argent. On va dire c'est pas le problème, c'est pas le problème majeur que vous aurez. Si le reste suit, ça suivra avec. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question de tout à l'heure.
Oui, c'est bon. Ouais. Moi, pour revenir sur le business plan et autres, comment financer sa startup, je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut se poser en amont. Pourquoi je fais un business plan? Pourquoi je vais chercher des fonds? On voit souvent aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez français, je trouve, de se dire, eh ben, on félicite quelqu'un quand il a levé des fonds. Mais est-ce que c'est une fin en soi de lever des fonds? Non. Dans les chiffres, on peut voir, hein, les startups qui réussissent, les entreprises qui réussissent, ne sont pas forcément celles qui ont levé des fonds. Donc lever des fonds, c'est pas une fin en soi. La meilleure chose, enfin, si on arrive à monter son business sans lever de fonds, c'est encore mieux. C'est pas un succès d'aller lever des fonds. Si on arrive à rouler en fonds propres, à tourner, à réussir à créer notre marché, à monter, le fait de rester sans investisseurs, de ne pas avoir certaines personnes qui peuvent être par là, qui nous tapent sur le dos de temps en temps et qui vous disent bah, vaut mieux faire ci, vaut mieux faire ça. Ça vous évite parfois, si vous êtes assez pragmatique et droit dans vos baskets, de vous taper un document de 50 pages qui s'appelle le business plan. Moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis qui se sont arrêtés au business plan. Ils font 3 mois sur leur business plan. En attendant, moi, je parle juste de mon cas personnel. En attendant, j'ai trouvé 3 associés. On a lancé notre business. On a généré 60 000 € de chiffre d'affaires en 4 mois. On est allé chercher, avec 1 000 € de capital, on a réussi à lever 32 000 € en prêt à création d'entreprise. On passe en commission chez différents investissements. Donc même la 1 pour 1, ça commence à bouger quand on est bien encadré et qu'on a des référents derrière soi. Donc finalement, juste pour le financement, c'est juste la chose que je voulais dire. Faut faire attention, enfin, faut pas aller lever des fonds parce que c'est cool, j'aurai mon article sur internet, sur French Web, où ma startup aura levé 250 000 €. On le voit beaucoup trop, je crois. Ouais, je suis vraiment entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Un jour, un entrepreneur qui avait bien réussi, à qui j'ai exposé mon projet de boîte, bien en amont, donc encore une fois l'intérêt de se confronter, de confronter ses idées, m'a dit écoute, t'es bien mignon, mais ton idée c'est nul, recommence et réfléchis à comment monter ta boîte comme si t'avais pas d'argent. Et en fait, c'était pas con parce que j'avais pas d'argent. donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire bon, je vais commencer par mettre 1 million sur la table. Donc moi je voulais commencer par ouvrir une boutique de vin à Hong Kong, payer un loyer à 1 million par mois, embaucher 4 mecs. Bah ouais, c'est cool, mais vous avez la chance d'avoir fait une école technologique, commencer par effectivement du service, du web. Et ce qu'a dit Nicolas est vrai, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous avez besoin de survivre quelques mois et voilà. Alors l'argent, soyons concrets, c'est une des problématiques de l'entreprise et il y a des solutions. Ça, c'est la seule chose que je peux vraiment vous affirmer ce soir. Et puis si un jour tout le monde vous dit non, on ne veut pas vous prêter d'argent, vous ne trouvez pas de fonds, vous n'arrivez pas à gagner de concours, vos grands-parents ils n'ont plus de sous, etc., c'est que votre projet peut-être il est pourri, il faut se poser des questions. Donc après, voilà, l'argent, il y en a besoin, on en trouve. Moi, je l'ai fondé l'entreprise, c'est un choix personnel. Et après, il y a une question sous-jacente, c'est est-ce que je veux partager mon capital et donc mon pouvoir de gestion de l'entreprise. J'ai pris le parti d'autofinancer complètement la structure, ce qui veut dire que toute l'entreprise appartient à mon associé et moi-même, et il n'y a pas d'investisseur dedans. C'est un choix complètement personnel. Je pense pas que c'est pas forcément la seule réponse. Je dirais qu'à partir du moment où c'est exécuté avec intelligence, qu'on lève des fonds ou pas, ça ne pose pas de souci. Non, mais j'avais rebondir aussi. Moi, je vais vous faire part de mon retour d'expérience, en fait, de ma petite histoire. Quand je suis sorti de l'ISEP, donc, en fait, j'ai fait des études en Angleterre, puis je suis allé bosser aux Pays-Bas, enfin plein de trucs. C'est les années 98-2000. L'argent coule à flot. Monte une boîte dans le software. De toute manière, postulat de base, il faut lever de l'argent. En fait, j'ai dû en voir 304 des investisseurs. C'est précis parce que comme je me suis pris 304 noms, je m'en rappelle. Donc 304 investisseurs. Je pense que j'avais rien compris, ça c'est clair. Et je me suis dit, voilà, mais on va jamais y arriver. Bon, finalement, avec nos fonds propres, on a quand même tenu 5-6 ans. Et puis finalement, c'est le marché qui nous a dit non, il faut aller aux États-Unis, les gars, parce que c'est comme ça. En fait, l'histoire fait que ça devait se passer un peu là-bas. Globalement, donc, on demandait au départ, des centaines de milliers d'euros, puis finalement des millions. Aux États-Unis, j'ai dû demander 20 millions à Sequoia Capital, c'est le plus gros fonds de la planète. J'ai eu la chance de le rencontrer, c'est comme ça que j'ai rencontré Google d'ailleurs, parce qu'ils étaient intéressés. Sequoia m'a dit, votre business plan,
c'est pas 50 pages en fait. Vous pouvez aller d'ailleurs sur leur site, je vous invite à aller sur leur site, c'est 12 slides avec 12 questions. Ça met pas longtemps à répondre, ça c'est 12 questions, et ça a la vertu de quand même mettre à plat les choses pour savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on vend, à combien on le vend. Il y a quand même des choses un peu basiques sur lesquelles il va falloir des réponses. De fil en aiguille, la boîte française, on en avait quand même eu des subventions. Oh, à l'époque, je trouvais ça génial. Franchement, on a dû lever 300, 400, 500 K. Aujourd'hui, je me dis, c'est la pire connerie. Ça m'a empêché d'être intelligent. Mon Dieu, je vous promets que ça m'a empêché d'être intelligent. Et je pense que ça empêche les gens d'être intelligents. Alors, je ne dis pas que c'est bien aussi les subventions pour développer quand même la boîte, mais il ne faut pas oublier que quand même on peut faire des choses avec pas grand-chose. Surtout dans les nouvelles techno. Et encore plus aujourd'hui. Il y a des millions de gens qui font des trucs open source. Il suffit. Il faut quand même... Voilà. Il va falloir transpirer. Ça, c'est sûr. Vous allez beaucoup transpirer. Ça, c'est voilà. Aussi bien une chose qu'on peut vous dire ce soir, c'est qu'il y a 5% qui est lié à l'idée, à mon avis. C'est assez connu. Il y a quand même 95% de votre succès qui est lié à votre transpiration et les nuits que vous allez passer dessus. Après, si on prend quelques stats, c'est toujours intéressant. 97% des Inc 500 ont été créés avec 0 investisseur, si ce n'est du love money, si ce n'est des business angels, des gens qui disent « Ok, j'y crois ». Et encore pire, la stat, 97% avec moins de 75 000 euros. C'est largement faisable en fait. Largement faisable. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que quand vous démarrez des boîtes, le plus gros poste de dépense, c'est les salaires, mais comme vous ne vous payez pas, bah, tout va bien. Il faut effectivement des locaux, il faut effectivement du temps, etc. Mais le plus gros poste, il ne faut jamais l'oublier. C'est principalement les salaires quand même. Donc vous pouvez démarrer une boîte sans financement. Par contre, il faut des clients. Ça, c'est encore une fois le nerf de la guerre. Alors, j'ai une petite annonce à faire ce soir parce qu'on a créé ISEP Business Angel, ISEP Entrepreneur. J'ai le trésorier de la fondation, le secrétaire de la fondation avec qui on a monté. Si ceux qui ont envie de monter des boîtes, ils veulent vraiment mouiller leur maillot, nous, on est prêts à aller les aider, mettre des sous sur la table pour qu'ils puissent avoir leur première collaboration avec une entreprise. Parce qu'on considère que c'est le plus important, un client. Donc ceux qui ont envie de faire des choses, même pendant les années scolaires, nous on trouve ça génial, franchement. Il faut pas le faire en disant je vais me casser de l'école comme certains, Bill Gates, etc. et j'y reviens, enfin, etc. Non, il faut le faire en parallèle. On peut faire des choses, la preuve. On en a un à l'autre bout de la table, Michel, qui fait des choses, c'est génial. Franchement, c'est génial pour faire des choses à l'école. Nous, on est prêts, et je pense qu'on est plusieurs à vouloir aider des gens comme vous. C'est aussi pour ça qu'on vient ce soir et passer du temps. Si vous avez envie, nous aussi on a envie. Et nous aussi on a envie de vous aider. Et on peut vous aider. Et c'est pas qu'une affaire de gros sous, etc. C'est une affaire de vraiment vous accompagner. C'est vous qui allez transpirer. Nous on est juste là pour vous dire, tiens, tu devrais transpirer dans ce sens-là, ça serait peut-être mieux. Et comme on a fait énormément de bêtises, on pourra peut-être vous dire, tiens, là, on s'est pris la porte. Voilà, ça c'est peut-être le point le plus important. Mais il y a des choses, il y a des structures pour aider. Il y en a. Et il y en a vraiment beaucoup en France. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui ont envie d'aider dans ce pays. Donc ça, c'est un gros avantage par rapport à d'autres pays, par exemple. Voilà, donc parmi les gens qui peuvent vous aider à la création, au-delà des incubateurs, de votre réseau, des experts auxquels vous pourrez faire appel, notamment en compta, on a entendu, au marketing ou autre, il y a aussi les anciens de l'ISEP. Et donc Xavier, le premier, est là pour vous accompagner, vous aider, vous orienter, parce que, comme tout le monde l'a dit, c'est pas facile au début, et puis et c'est pas inné. C'est pas inné. Je reviens sur la partie financement. Donc on a dit, si on peut s'autofinancer au début, c'est pas mal, on garde le pouvoir sur la boîte, on a les mains libres, etc. Est-ce que pour autant, pour se développer, passer à une autre échelle et gagner un peu en envergure, on n'a quand même pas besoin de financement? Je crois que Nicolas, toi, tu as levé les fonds dernièrement. Pourquoi tu l'as fait et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, effectivement, on a levé avec donc 2 fonds avec Bouygues Télécom Initiative, donc Bouygues Télécom dont fait partie Rémi, et puis 3T Capital, un fonds financier. On voulait vraiment s'adosser à un fonds industriel et à un fonds financier. Donc comment c'est venu ça? Alors en fait, on ne voulait pas lever de fonds au départ. Enfin, je veux dire, on s'est jamais dit on va jamais lever de fonds.
mais on sentait qu'on n'était pas prêt, et ça je pense que c'est vraiment important, c'est que effectivement lever des fonds et lever plein d'argent, c'est pas une solution. On lève des fonds quand on veut vraiment résoudre un problème, c'est-à-dire par exemple accélérer plus vite, puisque vraiment accélérer, puisque quand on a besoin par exemple de 3 ou 4 compétences qu'on n'a pas dans l'entreprise, on sent qu'il les faut maintenant pour prendre un marché par exemple, mais on ne peut pas embaucher ces personnes-là parce qu'on n'a pas l'argent suffisant ou alors parce qu'on prendrait trop de risques à les embaucher. Ça peut valoir le coup à ce moment-là par exemple d'aller lever des fonds. Lever des fonds aussi, c'est important, c'est pas juste de l'argent. C'est très très important, hein. Quand vous allez lever des fonds, vous ne récupérez pas que de l'argent, vous récupérez aussi des personnes qui vont travailler avec vous. Les investisseurs, nous aujourd'hui, c'est des gens qui nous aident de par leur réseau. Donc on a le fonds financier qui nous aide beaucoup sur la partie financière, c'est-à-dire ils sont très intéressés par les chiffres, hein, donc c'est très bien, ça structure. Mais on a aussi un acteur industriel qui est Bouygues Telecom qui est derrière nous. Et qui nous pousse aussi sur le marché. Et on voulait avoir cet acteur-là dans notre entreprise, au board, parce que c'est aussi un facteur de développement de business très important. Aujourd'hui, on est en train de remonter dans toutes les filiales de Bouygues parce que Bouygues est à nos côtés. Voilà. Donc ça, c'est important, hein. C'est pas que de l'argent. Et vraiment, ce côté aussi de maturité dans l'équipe, hein. Il faut lever des fonds quand on est prêt, c'est-à-dire quand on est prêt à faire en sorte que effectivement, ça fasse accélérer l'entreprise, qu'on sache comment l'utiliser. Si demain, un fonds ou un investisseur, peu importe, vous fait un chèque de 500 000 €, c'est génial parce que vous savez que pendant les 2-3 prochaines années de votre vie, la boîte, même si c'est une catastrophe, vous serez toujours vivant et vous pourrez éventuellement vous payer un salaire, c'est génial. Sauf que, comme le disait si bien Xavier, le vrai argent, celui qui a vraiment de la valeur, c'est celui du client. Parce que se lever de 500 000 € aujourd'hui pour se prendre un mur dans 3 ans, parce qu'on n'a plus d'argent, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Donc ça, il faut vraiment garder ça en tête. Quand Bouygues, en fait, comment est-ce qu'on a fait nous pour pouvoir se rapprocher de Bouygues? On avait décliné jusqu'à, donc je vous dis que ça s'est fini là en septembre, et ça a duré à peu près 5-6 mois la phase d'investissement. Avant ça, en fait, on ne se sentait pas prêt, donc on a décliné des offres aussi bien de fonds que de business angel, et on ne se sentait pas prêt. Et on s'est retrouvé, on s'est trouvé avec Bouygues Telecom, l'initiative. On n'a pas essayé de mettre des fonds en concurrence, donc on n'est pas allé en voir plein pour essayer de les mettre en concurrence. On a commencé à travailler avec Bouygues, et puis on a été approché par Bouygues Telecom Initiative, et là on s'est dit c'est le bon moment, et on s'entend bien. Et avec eux, on a avancé. Voilà. Donc voilà, faut vraiment pas se dire, c'est comme le business plan, quoi. C'est pas le business plan, ça fait pas votre business, et lever des fonds, ça fait pas votre business non plus, quoi. C'est un moyen de résoudre des problèmes qui coûtent cher, comme les humains, quoi, dans l'entreprise, les employés, ou alors acheter des machines, ou un développement international où il faut prendre des bureaux, par exemple, hein. Parfois c'est nécessaire, il faut du cash derrière, on l'a pas forcément, on le génère pas encore suffisamment. Voilà. Je disais, si vous faites des dossiers et qu'ils vous répondent non, il y a toujours un peu de vérité, hein, dans les noms. Donc ils ont souvent raison quand même. Même si on est un peu énervé quand ils disent non, avec du recul, après quelques années, aujourd'hui, je peux dire qu'ils ont eu complètement raison de me dire non. Et j'en suis ravi qu'ils m'aient dit non d'ailleurs. Alors, du coup, ça fait le lien avec une question qu'il y a sur Twitter, je crois. Question de Quentin, pour revenir un peu sur Business Angels. En fait, sur quels critères se basent les Business Angels pour investir dans une société, et comment ça se passe en fait au niveau de la sélection? Est-ce qu'on fait un oral? Est-ce qu'on doit préparer un dossier précis? C'est Hervé qui va pouvoir répondre. Merci de cette question. Alors, j'entends beaucoup parler des financiers, que c'est des horribles mecs qui sont emmerdants, qui posent des tas de questions, qui prennent le pouvoir, comme le dit Henri. Je crois que ce n'est pas le cas. D'abord, effectivement, quand on est business angel, on est aussi passionné par l'entreprise, soit qu'on en ait créé, ou soit qu'on en ait développé, ou racheté d'ailleurs. On intervient, c'est vrai, après en troisième cycle. Le premier cycle, c'est où on ne se paye pas. Le deuxième cycle, c'est le love money, la famille. Après ça, l'incubateur, effectivement, aide à trouver plein d'aides, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Après ça, il y a une phase plus importante où on commence à avoir du chiffre d'affaires et
on veut grossir, accélérer la croissance, comme dit Nicolas, et là les business angels sont intéressants. Alors les business angels, donc on n'est pas là pour prendre le pouvoir, on est là pour aider au développement. En général, on a une certaine expérience, donc effectivement, on pose des questions, comme le dit Gabriel, on regarde deux choses. D'abord, il vaut mieux qu'il y ait une équipe d'au moins deux, parce que quand il est tout seul et qu'il se plante ou qu'il devient fou, c'est embêtant pour l'argent qu'on a mis. Donc quand ils sont deux, c'est mieux. Ensuite, le business plan, effectivement, tout le monde sait que c'est jamais respecté, mais au moins ça force à réfléchir, ça force à discuter, à échanger. Après ça, c'est vrai que quand on est business angel et qu'on investit dans une boîte, c'est pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, quoi. Et je vous ai tous beaucoup entendu dire il faut être créateur. Certes, c'est vrai. La création d'entreprise donne des grandes joies, mais vous êtes aussi là pour gagner du fric, quoi. Il ne faut pas avoir honte de le dire, et c'est bien d'en gagner. Donc les business angels, ils sont là pour en gagner, ils sont là pour une durée limitée. C'est effectivement une des caractéristiques. C'est que notre argent, il faut qu'on le récupère avec plus-value au bout d'un certain nombre d'années. Et en fait, on passe un contrat à durée déterminée avec le chef d'entreprise ou l'équipe qui fait le projet. Et on définit comment on va vivre ensemble pendant le mariage. Alors, c'est extrêmement rare qu'on s'ingère dans la gestion. Henri a toujours l'air de dire que les business angels sont des emmerdeurs qui viennent fouiller dans le projet. C'est pas le cas. En général, quand on investit, c'est qu'on fait confiance à l'équipe. Par contre, effectivement, on met un certain nombre de garde-fous, quand on a l'impression que vraiment ça part dans tous les sens, on essaye de dire faites attention, essayez de revenir les pieds sur terre. Voilà. Et puis on définit les conditions de sortie pour que effectivement on récupère notre argent, sachant que pour nous, notre intérêt, c'est évidemment que l'équipe, le chef d'entreprise et son équipe soient le plus heureux possible, gagnent le plus d'argent possible et aillent le plus loin possible. C'est notre intérêt et il est bien compris. Donc en général, on est tout à fait hands-off et on est là pour donner des conseils quand on nous les demande. Il y a un cas de figure un peu différent qui est celui de Dominique. Peut-être tu diras un mot sur ton cas personnel où effectivement tu es devenu business angel et tu as intégré l'équipe finalement, quoi, pour une mission bien spécifique. Ça, c'est un autre cas de figure qui peut être aussi intéressant. Je crois que, je vais te donner le micro, je crois que Nicolas a raison, il ne faut pas chercher à lever de l'argent pour lever de l'argent, mais quand on en a besoin, on en a besoin. Et à ce moment-là, il faut le prendre et vite et pas avoir peur des financiers. Ce n'est pas des ogres. Et sur la fin de la question, c'était aussi sur est-ce qu'il y a un dossier à remplir, est-ce qu'il y a... Alors, pardon, oui, tout à fait. Ouais, pardon. Alors déjà, en principe, ils sont passés par l'incubateur, donc ils ont déjà une structuration du projet qui est certaine. En général, nous, on commence à regarder quand il y a déjà quand même un peu de chiffre d'affaires, parce que sinon, on n'est pas vraiment love money, quoi. Et c'est vrai qu'on aime bien que les projets soient structurés. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, la plupart des clubs de business angel, on reçoit beaucoup de dossiers, beaucoup de demandes, et on fait un tri, une sélection. Et ceux que l'on a sélectionnés, on les présente. Il y a un comité de sélection qui les présente au club. Et comme je le disais tout à l'heure, on a une séance par mois, ou quand les très gros clubs d'investissement peuvent avoir une séance par quinzaine. Et on présente 6 projets, quoi, mais ils ont chacun 10 minutes pour parler, présenter leur projet, le produit, qu'est-ce qu'on vend, qui achète, combien, et quand même quel est le compte d'exploitation prévisionnel, qui on sait toujours faux, mais ça ne fait rien, il faut qu'il y soit. Et voilà, et ensuite on investit parce qu'on y croit, c'est un peu au trip, quoi, on croit au produit, ça nous plaît, et on trouve les mecs, les garçons ou les filles qui portent le projet sympa, et on décide d'y aller, quoi. Voilà. Si ça marche pas. Si ça marche pas,
Ben, si ça marche pas, on a perdu notre mise. Et puis c'est notre risque, quoi. Hein. Mais c'est pour ça que on prend un peu moins de risques que le Love Money, c'est-à-dire que nous, on veut quand même récupérer notre argent. On a des avantages fiscaux pour le faire, il faut être clair. Hein. C'est assez incitatif pour nous pour investir dans des PME et des startups. Mais on veut récupérer notre truc. Et donc, après nous, quand on revend, en général, le relais est pris par des fonds d'investissement qui sont plus gros, qui sont plus structurés et qui ont eux aussi des besoins de retour sur investissement qui sont différents. Mais voilà, pour répondre à ta question, quand on paume, c'est la règle du jeu, quoi. Mais je voudrais que Dominique fasse part de son expérience personnelle. Quand on paume, des fois on remet aussi. Hein. Et bien sûr. Parce que en fait, c'est un peu le principe du casino. Hein. Un jour, j'ai perdu la mise. Bon, et si on se réunit et que je dis, ouais, mais ça va marcher ou ça va pas marcher? Et des fois, ça peut marcher. Donc il y a réinvestissement. De la même manière, un fonds d'investissement, souvent ils ont des stratégies relativement simples. Hein. Ils peuvent investir 2. Déjà, ils vont commencer par mettre 1. Donc ils vont garder 1 de côté. Parce que des fois, ils savent qu'ils vont remettre 1. Et en fait, un investisseur, c'est pareil. Souvent, si ça ne marche pas, c'est plus un problème d'argent. Souvent, c'est... Ah, mais ça peut être plein de problèmes. Il y a des tonnes de problèmes. Oui, il y a que ça, d'ailleurs. Donc moi, j'ai fait pas mal d'allers-retours. Je suis ISEP 83. J'ai fait pas mal d'allers-retours entre la création d'entreprise et le salariat, parce que pour des tas de raisons, de contacts, d'enthousiasme sur les projets et de situations financières plus ou moins bonnes. Donc ça, aujourd'hui, et depuis presque 3 ans maintenant, je me suis lancé dans une entreprise, je me suis fait petit business angel, donc c'est pas la peine de posséder 3 millions d'euros pour investir dans des entreprises, 5, 10 000 euros, 15 000 euros, 3 000 euros, 2 000 euros suffisent, dans certains cas, c'est pas la peine de se croire très riche pour ça, et il se trouve que là, j'ai rencontré, là on en a beaucoup parlé, et c'est super important, j'ai voulu investir dans une entreprise, et en plus j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup plu. Et on a réussi à 4 associés principaux et en ramenant ce que vous appelez la Love Money, à lancer cette entreprise et à démarrer la mise en route d'un produit sur des lasers industriels. Et ça, c'est passionnant et je me suis impliqué dans le projet. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire au départ, mais c'est vraiment là où je me suis dit, moi, ce projet-là, je vais faire la vente et le business développement. Et à côté, l'associé, il est directeur financier, et puis l'autre associé, il est directeur technique. C'est des grands mots, directeur, hein, mais ça définit les compétences. Il se trouve que nous sommes 4, puisqu'il y a le patron. Toujours un patron, vous avez raison, toujours un patron. C'est lui qui est incompétent en tout, dans mon expérience. C'est-à-dire qu'il n'a pas la technique, il n'a pas la vente, il n'a pas la finance, mais il manage très très bien, et il donne le cap. Donc c'est très très important qu'il y ait un patron. Et moi, je suis plus spécialisé, alors moins dans les domaines de l'Internet, mais plus dans l'industrie high-tech à l'international, parce que quand vous faites de l'high-tech, produit cette fois-ci, alors vous avez parlé de détecteurs, vous avez parlé de produits high-tech, ça peut être des capteurs infrarouges, ça peut être n'importe quoi. Dans le business développement à l'international, parce que si vous faites de la high-tech de ce type-là, vous ne survivrez jamais en France, uniquement. Voilà, donc on peut être à la fois business angel et participant au projet. C'est l'opportunité, encore une fois, c'est la flexibilité, l'opportunité et les rencontres humaines qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lever des fonds auprès d'un investisseur beaucoup plus important pour faire un produit beaucoup plus gros. Et c'est en ça que c'est intéressant de lever des fonds. Mais je suis parfaitement d'accord. Lever des fonds pour avoir du fric pour payer les employés, ça ne sert à rien. Le vrai argent, c'est l'argent des clients. On vit de subventions, on vit de levée de fonds. Et nous, ce qu'on veut, c'est que vivre de nos clients. Ce n'est pas encore le cas, je le regrette, mais on va y arriver. Voilà. Mais le vrai argent, c'est la facture que vous envoyez et cet argent que vous recevez sur le compte. Et au niveau des fonds, hein, peu importe les sommes, vous allez peut-être entendre plein de choses, hein, mais dans votre vie, mais peu importe les sommes qui sont en jeu, c'est quand même une affaire de trip. Hein. Les mecs, ils y croient ou ils y croient pas. Parce que qui c'est qui va dire que tel ou tel produit ou service va être un méga succès, parce que déjà un succès local ou un succès planétaire? Franchement, moi je suis régulièrement à la Silicon Valley. La raison pour laquelle les grosses entreprises elles ont beaucoup de salariés, c'est parce qu'elles se disent, bon, comme on ne sait pas ce qui va marcher, autant avoir les mecs chez nous,
plutôt que de pas. Alors, on prend un eBay, 80% des salariés peuvent être mis dehors du jour au lendemain. Mais 80% de 17 000 personnes. C'est pas 4 salariés, quoi. C'est beaucoup. Et c'est la même chose chez tous. Il y a au search de Google, il y a 7 mecs qui comptent. 7. 54 000 salariés, 7 mecs. Ah, les mecs, ils arrivent en Ferrari, ça c'est clair. Mais 7 mecs. Wikipédia, c'est 20 mecs, c'est quand même le 5e site mondial. Un Twitter, il y a peut-être plein de monde, mais la réalité c'est qu'ils ont fait Twitter à peu de personnes en fait. Et c'est simple en plus Twitter. Comme quoi, on peut faire des choses. Et ceux qui vont vraiment mettre de l'argent, peu importe les étapes, hein, que ce soit Love Money, bon bah eux c'est sûr qu'ils sont prêts à tout perdre. Business Angel, prêts à perdre un peu moins. Premier fonds, les premiers fonds, eux, ils ont quand même besoin d'avoir des rendements, hein, c'est normal. Ils ont emprunté de l'argent eux aussi, ils ont levé de l'argent. Et en plus, ils ont une double problématique par rapport aux gars qui font de la love money. Lui qui fait de la love money, qui perd tout, il s'en fout, c'est son pognon. Celui qui est investisseur, qui a levé de l'argent, s'il se plante, il est rayé de la place. Il faut savoir qu'il y a à peu près 250 personnes qui comptent sur la ville de Paris pour l'investissement. C'est un tout petit microcosme. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se connaissent. Et je parle de ceux qui connaissent encore mieux la finance que moi. Je ne la connais pas très bien finalement. Mais c'est un petit monde. Dans la Silicon Valley, on sait toujours Silicon Valley, c'est assez rigolo. Hein, donc, il faut quand même le faire. Si c'est bien, un qui veut aider un autre, on se rend compte, on va voir. Enfin, dans les places, on dit l'Ardis, c'est quand même sympa. Mais la réalité, c'est que la Silicon Valley, il y a beaucoup d'investisseurs. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Hein. Paris est la première ville en France, en monde, en termes d'innovation. Personne ne le sait, parce qu'en France, on aime bien. On aime bien se mettre des baffes, mais en France, il y a plein de trucs, surtout à Paris. Il y a pas mal de choses qui sont faites, effectivement, sur l'innovation à Paris, sur les startups. Moi, j'avais comme une... Pardon, vas-y. Je vais te passer le micro, parce qu'on t'entendra mieux. Il y a 3000 investisseurs sur une toute petite bande, mais en fait, les mecs, ils se connaissent tous. C'est un tout petit monde, et en plus, ils se voient régulièrement, ils vont manger ensemble, ils vont au golf ensemble. D'ailleurs, tout le monde se connaît. Donc, sur l'investissement, il y a de toute manière une chaîne de valeur, et il faut mieux la respecter. Hein. Quand on en est au stade d'aller lever des fonds, c'est qu'on en a eu un premier qui a accepté de prendre un risque, et puis qu'est-ce qu'on va dire à celui d'après? C'est qu'il y en a un premier qui a pris un risque quand même. Hein. C'est la réalité du monde, c'est qu'il y a des gens qui prennent des risques. Après, faut aller. Quand on commence, faut aller voir celui qui est prêt à prendre 100% de risque en fait. Hein. Parce qu'on va lever de l'argent près de Business Angel, souvent quand il y a des mecs qui ont mis ce qu'on appelle le love money. Love. On aime bien le mec. On aime bien les gens. Ça dit bien son nom. La love money, c'est une affaire de rencontre personnelle. C'est pas une affaire de produit marché. Évidemment, ils veulent le récupérer, mais c'est une affaire de rencontre et de confiance. Et souvent, love money est mieux qu'une subvention. Parce que celui qui a mis love money, même s'il est prêt à tout perdre, il est quand même un peu plus proche de son argent que l'institution qui a de toute manière une autre logique. Merci. Alors, avant de conclure, j'avais une dernière question, c'est finalement comment on mesure la réussite ou l'échec d'un projet. Alors, il y a différentes étapes. Peut-être déjà la question, on peut l'adresser à Henri. À partir de quand on quitte l'incubateur, dans quelles conditions et comment on évalue si ça a été une réussite ou un échec? C'est une question qui n'est pas simple. Parce que, alors, on quitte l'incubateur quand on veut, on quitte l'incubateur quelquefois parce qu'on se rend compte qu'au bout de 6 mois, ça ne marche pas. Voilà, et puis on quitte l'incubateur en principe au bout de 18 mois, 20 mois, voilà, pour développer. Enfin, puisque l'incubateur, c'est une phase de démarrage, de portage au début. Et dès lors qu'un chiffre d'affaires arrive ou que des salariés deviennent nombreux, quelqu'un parlait de place, on a une place limitée. Moi, quelqu'un est venu me voir un jour, il me dit j'en ai 15, demain j'ai 15 salariés qui viennent. Je dis je ne peux plus les mettre. Bon, voilà, on quitte l'incubateur quand on veut, mais on quitte. Si l'incubateur, comme on l'a un peu dit, c'est aussi un endroit un peu convivial où on continue même après à participer un petit peu à l'écosystème, au club des créateurs de l'incubateur. Par contre, la réussite, je ne sais pas répondre. Ça, je ne sais pas. Ce qui compte pour nous, c'est que les créateurs qu'on a aidés ne se cassent pas la figure. Je crois qu'il faut rassurer un peu nos amis qui sont ici. La création d'entreprise, ça marche quand même.
les taux d'échec, on raconte n'importe quoi sur l'échec. Un créateur qui a été aidé, qui a suivi une école d'ingénieur, enfin qui a suivi un peu un cursus, un peu d'aide à la création, quelques séances, qui a été incubé, taux d'échec, il est de 12-15% sur 7 à 10 ans. Voilà. Parce qu'on raconte beaucoup de choses sur qu'un créateur sur deux se casse la gueule dans les 3 ans, tout ça c'est faux. C'est faux parce que faut décoder les chiffres. Si vous voulez. Moi je vis dans une ville thermale, par exemple à Vichy, et en été il y a 200 commerces, en hiver il y en a 50, ça ne veut pas dire que les gens se sont cassés la figure. Il y a des gens qui vont créer une crêperie, je sais pas, à Courchevel pour la saison d'hiver, ils vont la fermer au mois de mars, et puis ils vont créer une pizzeria à Cannes en juin, ils vont la fermer en septembre. C'est pas des échecs, si vous voulez. Bon. Donc c'est pour ça que tous ces chiffres-là sont à prendre avec des chiffres. Sachez que la création, ça marche, et qu'un créateur accompagné, il ne se casse pas la figure. Voilà, c'est ça que je peux dire. Et c'est pour ça que, du point de vue d'un entrepreneur, un incubateur, on le quitte quand on se fait virer de l'incubateur. On y reste le plus longtemps possible parce que ça coûte pas cher, il y a des coachs, il y a des points avec des gens très expérimentés autour, il y a plein de ressources, parfois aussi financières. Donc il faut essayer d'y rester le plus longtemps possible. Nous on est resté 2 ans à peu près, on devait rester au début 6 mois. Le contrat c'était 6 mois, on est resté 2 ans. Voilà. Les tanguis de l'incubateur. François, tu avais peut-être. C'était une question, une réponse à apporter. J'aime bien la question succès ou échec. J'ai travaillé dans un certain nombre de fonds, souvent comme advisor. Est-ce que tu veux pas venir ici avec le micro comme ça, tout le monde t'entendra bien. Donc François Cotigny, tu peux peut-être te présenter aussi. Oui, promo 75, donc un peu moins âgé qu'Hervé. Même si on a fait les mêmes formations aux États-Unis, etc. Oui, le commentaire que je voulais faire, c'est de dire succès ou échec, la question elle est intéressante. Alors aujourd'hui, je suis plus que administrateur d'un certain nombre de sociétés. J'ai été administrateur de fonds ou advisor, c'est-à-dire on participe à l'étude des dossiers qui sont soumis dans le cadre des fonds. Et quand je dis que la question est intéressante, c'est parce que on a, nous, en France, une mentalité qui est radicalement différente de ce qui se passe aux États-Unis. Les fonds aux États-Unis, j'en connais quelques-uns, aujourd'hui, embauchent les gens ou font confiance à ceux qui ont déjà fait 2 échecs. En disant, ils ont fait une connerie une première fois, ils ont fait une connerie une deuxième fois, on a toutes les chances d'imaginer qu'ils ne la feront pas une 3e fois. Et ça, en France, on n'en est pas encore à ce stade. Parallèlement, il y a en France ce qu'on appelle le fichier Banque de France. Quand on fait un dépôt de bilan, on a un indicateur qui est 0,40. Non. Le 0,40 est supprimé. Le 0,50 et 0,60 existent toujours. C'est-à-dire, on a un indicateur qui est égal à 0 quand tout va bien. On avait un 0,40 quand on a fait un dépôt de bilan, 0,50 quand on avait un 2e dépôt de bilan et 0,60 quand on était interdit de gestion. Le 0,40 est supprimé, le 0,50, 0,60 est maintenu. C'est donc, dans notre culture, échec, c'est quelque chose d'infâme. Et je ne suis pas d'accord. Donc, si on rate son premier coup, moi je trouve que c'est bien parce que, 1, on a réussi à faire son lancement, et 2, ça augure d'une meilleure réussite pour le deuxième coup. Et alors, je rebondis sur un commentaire sur à quel âge on peut monter une boîte. C'est bien quand on le fait à la sortie de l'école, mais dès lors qu'on a ça dans la tête, on peut le faire à n'importe quel âge. Moi, j'ai monté ma boîte à 55 ans. J'ai fait une liquidation in bonis après, bon, pour des raisons personnelles et de décès d'associés. Mais quand on a ça dans les tripes, c'est vrai aussi dans les entreprises. Hier, j'étais chez Cassidian. Cassidian, c'est le groupe EADS. EADS doit faire 5820 départs, 1700 en France. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des spin-offs d'activités qui ne sont pas dans le core business. Et donc, ils demandent aux gens qui ont travaillé dans des cellules, sur des projets, etc., s'ils sont d'accord pour reprendre l'équipe et de les financer par la maison mère. Et donc ça, c'est bien le preuve de l'intrapreneuriat. Et ça existe dans des boîtes. Moi, j'étais DG d'une boîte cotée en bourse dans le monde de la fonderie. J'avais un gars qui était passionné pour développer un nouveau système de fonderie. Il a eu son équipe et il était prêt éventuellement à prendre son équipe et monter sa propre boîte. Donc, c'est plus un état d'esprit d'innovation et de créativité. Voilà ce que je voulais dire. Merci François.
Oui, donc la problématique effectivement d'essaimage, de pouvoir créer son entreprise en étant collaborateur d'un grand groupe, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. J'en sais quelque chose parce que je suis en train d'essayer de mettre en place ça chez Bouygues Telecom. Et donc du coup, on va voir nos autres camarades grands groupes pour voir comment ils font. Si je peux apporter un témoignage aussi d'intrapreneuriat, comme tu disais, à la direction innovation Bouygues Telecom où je travaille, bien, on fonctionne maintenant en mode start-up, c'est-à-dire que l'ensemble des collaborateurs de la direction innovation, on est une soixantaine, et ben, ils se montent en équipe projet et ils viennent pitcher leur projet devant la direction générale. Et la direction générale joue le rôle finalement d'investisseur vis-à-vis des projets qui leur sont présentés, de start-up. Et donc on a un fonctionnement assez similaire. Donc voilà, cet esprit d'entrepreneuriat, il est aussi demandé dans les entreprises. Et je pense que même si c'est pas forcément le cas aujourd'hui, comme disait François, en France, on est un peu encore négatif vis-à-vis de l'échec, réticent à l'embauche. Je pense que de plus en plus, les entreprises, et on voit les entreprises américaines comme Google et autres mettre ça beaucoup en avant, les entreprises vont vouloir de plus en plus recruter des anciens entrepreneurs parce que justement ils ont ce tempérament et qu'ils sont capables de jouer le rôle d'agitateur dans l'entreprise et d'apporter une certaine dynamique, qu'ils aient vécu des échecs ou des succès. Et on voit au bord de grands groupes américains beaucoup d'anciens entrepreneurs. Vraiment pour cette partie échec, moi je peux vous dire que, puisque j'étais pas du tout dans le recrutement, mais il se trouve qu'en montant l'entreprise, on est aujourd'hui 8, lundi prochain on est 9, donc, et il y a un peu plus d'un an, on était 3. Donc on apprend sur le tas à recruter des gens. On a aujourd'hui dans notre équipe une personne qui a monté une boîte et qui l'a ratée pendant qu'il était dans l'école. Et là, on est en train de recruter, donc c'est la fille qui arrive lundi. C'est quelqu'un qui a monté une boîte et qui s'est planté aussi. Et on y est très très sensible. Et je peux vous dire que vous créez une boîte et ça marche pas. Bon, si ça marche, tant mieux pour vous. Hein. Mais si ça marche pas vis-à-vis d'un recruteur, c'est vraiment un point extrêmement positif. Je veux dire, il n'y a vraiment pas d'erreur à avoir monté une entreprise ou avoir tenté de monter une entreprise et à l'avoir planté pour souvent des raisons qui ne dépendent pas de vous, hein, ça c'est souvent le cas. Donc il ne faut pas avoir peur de l'échec. En tout cas, si vous voulez en suivant travailler dans une start-up, je sais que c'est pareil pour mes amis entrepreneurs, c'est vraiment, vous faites la différence par rapport à... C'est un très bon point positif par rapport à tous les autres qui n'ont pas eu cette expérience. Bon, c'est en train de changer. Hein. Moi j'ai pu voir dans les 5-10 dernières années, en France quand même, c'est bien, on évolue sur l'échec. Pour ceux qui veulent vraiment voir un truc relativement génial en termes de vidéos qui durent quelques minutes, je vous invite tous à aller sur un site qui s'appelle TED.com. Il y a la vidéo d'un gars qui s'appelle Steve Jobs, juste avant qu'il meure. Et il sait réellement la vérité qui va lui arriver. Lui, hein. Et dans cette vidéo, c'est le jour de la cérémonie à Stanford. Je pense qu'elle a fait un peu le tour du monde, cette vidéo. Elle est assez fabuleuse parce que ce gars explique qu'il a fondé Apple. Et puis, il s'est fait virer d'Apple, quand même. Et puis finalement, de l'échec, il a créé d'autres trucs. Mais tous ces échecs l'ont amené à créer un truc qui s'appelle l'iPod. Une fois qui revient chez Apple. Et c'est très bien expliqué. Il explique très bien en quoi ces échecs ont servi finalement sa vision du monde. Alors il l'explique, quand il a raté ses études, il ne savait pas quoi faire, finalement il s'est passionné de calligraphie à l'école. Résultat, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, dans la vidéo, il est un peu taquin, hein. Il dit, on a créé un système d'exploitation avec des fenêtres, puis comme tout était moche, on a créé avec des jolies fontes, et puis comme les autres sont aussi mauvais, genre Bill Gates avec son Windows, il dit, ils nous ont copié, ce qui fait que maintenant vous avez tous des ordinateurs avec des super fontes. Si je n'avais pas été recalé à l'école, et que je ne m'étais pas passionné de typo, vous seriez tous avec des ordinateurs, ça serait moche. Alors il fait comme ça quelques points qui sont assez rigolos. Il en fait un sur effectivement ce qu'il appelle le Connecting the Dots, où toute son histoire l'amène à ça, et je pense que c'est un peu valable pour tout le monde. Ensuite, un point sur, vous allez suer, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça c'est une règle. Et puis il y en a un troisième, il faut avoir la foi. Quand on disait tout à l'heure, on a ça dans les tripes,
on a ça dans les tripes. Et la majorité d'entre vous qui vont créer des boîtes, et certainement ceux qui vont les réussir, bah, ils ont la foi. Et je pense que c'est un truc qu'on partage tous. Si on n'a pas la foi, on ne se relève pas. Et quand on a la foi, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre une porte, se relever, en reprendre une, se relever. Il y a bien un moment, on est obligé de gagner en fait. Parce que comme on s'arrête jamais et qu'on est opiniâtre, il y a bien un moment, bah, on va la trouver la porte qui s'ouvre. Puis là, tout d'un coup, ça s'enchaîne. On arrive à 20 salariés, etc., etc., etc. Puis même plus. En tout cas, cette vidéo, je vous invite vraiment à passer un petit moment à la regarder. Alors, ça fait 2 heures maintenant qu'on est en train de discuter. Le temps passe vite. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment ou jamais. Alors, ou jamais, mais en fait, je crois que Dan et Laurent ont prévu un petit cocktail à la fin, un petit pot, au 2e étage. Voilà. Vous pourrez continuer à poser vos questions pour ceux d'entre vous qui resteront. Vas-y. En fait, en gros, je trouve on a beaucoup parlé au masculin, et puis il n'y a que des mecs ici. Mais pour les filles, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a peu de filles qui entreprennent en France, mais qu'il y a énormément d'aide pour elles, que c'est quelque chose qui marche de mieux en mieux, que parfois, moi aussi, j'aimerais bien être une fille pour aller voir toutes les subventions qu'il y a pour les nanas. Ça fout un peu les boules, mais faut pas hésiter. Et moi, j'ai de très bonnes amies, et il y a plein de nanas qui font de très belles choses. Vous avez compris les filles. Vraiment, j'ai vraiment une chose à dire que j'ai compris très récemment, et je pense que c'est vraiment important à la fois pour l'entrepreneuriat, mais en général pour tous les domaines, hein, c'est que les limites que vous avez, c'est celles que vous vous imposez. Et que finalement, quand vous y réfléchissez bien, vous pouvez tous tout faire, mais que vous n'allez pas le faire parce que vous mettez vous-même des barrières. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est l'évidence même. Je veux dire, quand je vous le dis, il n'y en a aucun qui tombe par terre. Merci de m'avoir appris quelque chose de génial, mais ça vaut le coup d'y réfléchir à 2 fois. Parce que, à part les limites, on va dire, culturelles, c'est-à-dire, là, je pourrais pas me mettre... Enfin, je pourrais, mais je vais pas le faire, me mettre tout nu sur la table et sauter partout. Parce que je suis quand même un certain nombre de codes. À part ça, il n'y a pas de limite, quoi. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Et si demain, vous décidez de monter une entreprise, partir vivre à l'étranger ou faire quoi que ce soit d'autre de votre vie, rien ne vous en empêche. Rien réellement ne vous en empêche. Et les gens parmi vous, par exemple, qui ont eu par exemple, des accidents assez importants qui vous vraiment qui vous clouent, par exemple, à l'hôpital pendant des mois, et vous pouvez plus faire ce que vous faites d'habitude, c'est-à-dire je sais pas, aller en cours, travailler, et vous êtes vraiment vous avez une pause dans votre vie, et là vous vous rendez compte qu'en fait vous faites pas forcément ce que vous voulez, et qu'en fait il n'y a rien qui vous empêche de le faire, c'est juste que vous étiez dans un système et que vous étiez complètement enfermé vous-même, vous vous enfermiez vous-même dans ce système. Donc ça, c'est vraiment important, hein. Je veux dire, foncez, quoi. Il n'y a pas de... Les barrières, elles n'existent pas. Elles existent. Vous créez vos propres barrières. Voilà. C'est tout. Merci pour ce témoignage. Je crois qu'on peut tous les applaudir et remercier. Et donc, rendez-vous au 2e, alors. Non, allez-y, hein. on va faire une petite intro de 6 heures, une conclusion de 4 heures. Non, on a un copain de l'incubateur qui est sorti de l'ISEP et qui a fait 2 ans d'entrepreneuriat et qui s'est planté et qui a retrouvé un job instantanément, qui est arrivé au même niveau de salaire que ses camarades de promo. Donc voilà, si ça peut être une raison supplémentaire. Et merci à Rémi d'avoir fort bien animé cette table ronde. Non, je prends juste ça, je ne vais nulle part. Merci.
Hop là. Martin, tu peux venir s'il te plaît? Vas-y, dis-moi comment est-ce que tu stoppes sans faire de conneries. Ah, vous avez foutu du scotch? Ouais, on a foutu du scotch, ouais. Ça merde, mais bon. Bah, c'est tout simple, merde, attends.